Oui, Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis et présidente de la commission des finances. Les écologistes s'apprêtent à déposer une motion de censure contre le gouvernement pour sanctionner l'absence de préparation justement à ces épisodes caniculaires. Est-ce que vous, chez LFI, vous allez envoyer suffisamment de députés pour permettre à cette motion de censure d'être déposée? Oui. Combien? Ce sera lundi, le nombre nécessaire. Il D'accord. faut pour les écologistes pour compléter leur vote. Donc plus de 15. Si c'est plus de 15, oui, on donnera le nombre nécessaire. Je dis le nombre nécessaire parce que vous savez qu'on a droit à un certain nombre de motions de censure. Donc on ne va évidemment pas gaspiller un nombre de signataires dont on aura peut-être besoin pour l'avenir, mais on va donner le nombre de signataires nécessaire. Exactement le nombre de personnes, c'est-à-dire 20 en fait, dont ils ont besoin pour pouvoir la déposer. À quoi ça sert? À sanctionner le gouvernement, à dire c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on a un gouvernement qui, depuis des années, baisse les budgets des politiques environnementales dans ce pays. Ça fait 2 ans. Je donne un exemple précis, le fonds vert. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que le fonds vert, c'est une chose qui a été créée il y a 3 ans. Alors, vous voyez, je donne un satisfecit, ça marchait bien. Par Madame Borne. Voilà, Madame Borne. Par les macronistes. Comment? Par les macronistes. Par les macronistes, vous voyez, je peux dire un fait positif. Ils créent le fonds vert il y a 3 ans. Les fonds verts, c'est l'État qui met 50% d'un budget et les collectivités donnent 50% équivalent pour des projets environnementaux. Eh bien, au bout d'1 an, ils ont baissé le fonds vert. Le fonds vert a baissé, il existe depuis 3 ans, il a déjà baissé de 67%. Le bilan, c'est quoi? C'est que, par exemple, des communes, des départements qui voulaient, par exemple, permettre que des collèges, des écoles puissent prévenir des éventuelles canicules par des oasis dans les cours, par des brasseurs d'air, par des ventilateurs, par des climatisateurs, eh bien, cet argent manque. Et donc, on se retrouve dans la situation qu'on connaît. Donc ça, je trouve que ça résume bien toute la préparation du gouvernement, qui n'est pas capable de faire une politique qui prévient, à tant que faire se peut, la question du règlement climatique, qui n'a pas une politique qui anticipe les effets et qui n'a même pas, et là on en vient aussi à notre proposition, qui ne fait aucune proposition en ce moment pour, j'allais dire, simplement rendre vivables les lieux où c'est nécessaire de pouvoir vivre, où il y a les enfants, où il y a les personnes âgées, les EHPAD, ou les hôpitaux. Vous faites allusion à quoi? Parce qu'on a eu l'impression que tout était monopolisé par un débat sur la clim en début de semaine. Ça veut dire que vous... Malheureusement. Ça vous donne l'occasion de l'élargir. Quand vous dites rendre vivable, ça veut dire à court terme faire quoi? À court terme, à court terme, justement, pourquoi je dis malheureusement? C'est qu'on sait que la climatisation, comme plan d'ensemble tel que le propose le Rassemblement national, c'est pas une solution. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en gros, si par exemple on climatisait tous les appartements parisiens, vous augmenteriez la canicule. Si, le Rassemblement national l'a proposé. Pas de tous les appartements. Moi, j'ai entendu ce qui a été dit, même si leur discours a varié, mais au départ, il était celui-ci. Donc, si vous climatisez tout, vous augmentez la température entre 2 et 4 degrés, voire presque 10 degrés dans certaines rues. Donc ça, c'est pas gérable. En plus, en termes d'énergie, c'est absolument terrible. Mais maintenant, le problème, c'est qu'à force de ne pas avoir anticipé les choses, par exemple dans les logements sociaux, où on a des appartements bouilloires thermiques, à force de ne pas avoir anticipé les choses dans les hôpitaux, dans les écoles, pour, j'allais dire, permettre que la situation soit un peu plus vivable en termes d'isolation thermique, on en vient dans l'urgence au fait que oui, par exemple, il faut effectivement des climatisateurs dans ces écoles, dans ces EHPAD. Mais vous n'en avez pas alors. Ça veut dire que quand le débat tel qu'il a été décrit au début, qui était Marine Le Pen veut tout climatiser, Jean-Luc Mélenchon rien climatiser, en fait ne se pose pas de cette façon-là. Non, ça c'est les journalistes qui ont posé ça. Mais oui, bon, enfin... aussi, je vous dis. Ça doit être ça. C'est-à-dire que vous pensez que, par exemple, la commande de 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux qui a été faite par Sébastien Lecornu et le gouvernement, vous auriez fait, vous à la place... vous voyez bien le problème, c'est que comme ce gouvernement n'a rien anticipé, quand je dis rien anticipé, c'est que je vous rappelle, c'est assez intéressant, que le chef de l'État fait une intervention de 43 minutes sur France 2, c'était il y a une dizaine de jours, c'était la veille de la canicule. Il n'a pas cité le mot climat, environnement, écologique, dérèglement climatique, etc. Ça montre à quel point c'est une urgence. Et on se retrouve dans une situation où toutes les mesures qui ont été prises pour les écoles, pour les EHPAD et autres, ont généralement été prises la veille de l'explosion de la canicule, tellement ça n'a pas été anticipé. Et là, par exemple, prenons l'exemple des 30 000 climatiseurs, où il ne sait même pas où il va aller les chercher. Là, il est en train de commander des climatiseurs individuels. C'est-à-dire ceux que vous achetez, en gros, chez Vite, à la va-vite chez vous, qui sont pas forcément les plus efficaces, qui sont par contre les plus consommateurs en termes d'énergie. Nous, ce qu'on dit maintenant, là je le dis, c'est qu'il faudrait vite
comme on l'a fait pendant le Covid, parce que la situation est tout aussi dramatique, un projet de loi de finances rectificatif qui permet, nous on a calculé, pour amorcer la pompe, il faudrait déjà 9,5 milliards. Puis il faudrait remettre à peu près la même somme au PLF 2027. Vous voulez dire relocaliser les entreprises qui fabriquent des Non, primes? non. Là, pour l'instant, Non, il y a Engie, par exemple, qui fabrique aujourd'hui des climatisateurs dits qui répartissent dans les murs pour 4 pièces. C'est-à-dire, ça peut être 4 chambres d'hôpitaux, etc. Bon, il faudrait... nous, on a calculé, ça coûte 2,7 milliards pour les hôpitaux, les écoles, les EHPAD, à supposer qu'ils en aient tous besoin parce qu'on ne connaît même pas la situation. Il y en a certains qui sont déjà équipés. Pour des oasis dans les écoles, on propose de remettre le fonds vert tel qu'il a avant qu'il ne soit supprimé. Pour les personnes âgées à domicile, qui sont quand même 90% des plus de 75 ans, qu'est-ce qu'on peut trouver? Pour les personnes âgées qui vivent dans des bouilloires thermiques comme à certains moments, il faut intervenir au plus vite. Donc il faut repérer ces bouilloires thermiques, notamment dans les logements sociaux, et faire en sorte, oui, effectivement, d'installer des climatiseurs. Et pour ça, il faut de l'argent. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que le gouvernement n'en parle absolument pas. On ne sait pas du tout où il va aller chercher les financements, puisqu'il ne l'évoque pas. Vous savez qu'on a un projet, là actuellement, vous avez 10 milliards à peu près d'annulation de crédit qui sont décidés par le gouvernement par rapport au coût de la guerre. Figurez-vous que dans ces 10 milliards d'annulation de crédit, on trouve le moyen de baisser de 300 millions ma prime rénov, et on trouve le moyen de baisser encore le fonds vert. Donc nous, on dit l'inverse. Cette fois-ci, il faut très vite, je répète, parce que pour moi, la situation est quelque part aussi dramatique et aussi urgente, même si elle n'a pas vraiment la même ampleur, mais elle est aussi dramatique pour les gens qui le subissent. Pour le Covid, on a su faire un projet de loi de finances rectificative. Donc nous, on préconise, je vous dis, pour 9,5 milliards, on commence sérieusement à amorcer la pompe. Il faudra le continuer au prélève 2027, de façon à réagir. Pourquoi il faut le faire maintenant? C'est que si on perd encore 6 mois, si tant est que le gouvernement imagine le faire dans le projet de loi de finances 2027, ça va être 6 mois perdus pour installer les cours d'école, pour installer dans les hôpitaux les climatisateurs dont je parlais tout à l'heure, pour mettre des brasseurs d'air, des ventilateurs, etc., etc. Bon, voilà, c'est ce que nous proposons maintenant. Je n'ai pas entendu que le gouvernement propose quoi que ce soit. J'ai entendu ce matin, c'est pas nouveau, Monsieur Lefebvre, il y a quelques jours, expliquer que ça fait 9 ans qu'il se prépare. Bon, il y a vraiment une nécessité. De Monique Barbu. Voilà, et expliquer ce matin sur une autre chaîne, je ne sais pas si c'était la vôtre ou autre, si c'était une chaîne du service public, expliquer que le gouvernement avait augmenté de 50% les budgets environnementaux. Je vous dis, c'est faux. Ce gouvernement, aujourd'hui, pratique une politique qui nous mène droit dans le mur et qui n'est même pas capable d'anticiper les problèmes. Donc vous voulez déposer cette motion de censure avec... Motion de censure, et on exige un PLFR. Avec les écologistes. Le Premier ministre vous a accusé d'instrumentaliser cette actualité caniculaire pour opérer ce rapprochement avec les écologistes. On sait qu'il y a une partie des écologistes qui souhaitent plutôt vous rejoindre en vue de 2027. Cyrielle Châtelain, qui était présente ici sur ce plateau ce soir, a parlé d'ouvrir les discussions avec LFI. Où vous en êtes de ce rapprochement? Alors déjà, je trouve que la phrase de M. Lecornu n'est vraiment pas à la hauteur de ce que vivent les Français, de mettre tout à l'aune, j'allais dire, de préoccupations électorales. Il y a nécessité de faire une motion de censure parce que ce gouvernement est en dessous de tout sur une question absolument essentielle et qui devient vitale pour les Français. Donc je vous réponds là-dessus. Pour le reste, si maintenant vous déportez le sujet, écoutez, moi je lis la presse comme vous. J'ai vu que des députés écologistes demandent au moins que les discussions s'arrêtent de manière privilégiée avec le Parti socialiste de la part de leur parti et choisissent de discuter avec LFI et le Parti communiste. Pourquoi? C'est assez simple. C'est que depuis juillet 2024, c'est-à-dire depuis la victoire du nouveau Front populaire, il se trouve qu'avec les écologistes à l'Assemblée, les communistes à l'Assemblée, nous votons ensemble toutes les motions de censure. C'est-à-dire, on ne s'est jamais fait à l'idée qu'un gouvernement minoritaire impose sa politique, à l'inverse du Parti socialiste. Donc, c'est finalement assez logique que ces députés envisagent de se dire que tant qu'à faire d'avoir une alliance, autant la faire avec ceux qui partagent cette même politique. Ça suffit pour avoir une politique commune, d'être contre ensemble? Quand c'est contre, sur la base du programme du NFP que nous avons défendu, oui, bien sûr. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous remarquerez sur les questions climatiques, on dit des choses qui se rapprochent quand même. Voilà, donc je pense qu'on a suffisamment de choses pour le faire. Bon, on va les laisser avancer là-dessus. Et j'ai bon espoir que, effectivement, on ait le soutien de tout parti des écologistes et d'une partie des communistes. Vous estimez à combien la part? Parce qu'on nous dit 50-50 ou 2 tiers à terre, la part.
Non, j'ai vu qu'il y avait 13 députés. Il paraît qu'il y en a plus. Oui. On verra bien l'arrivée. Ce que je constate, c'est que dans les contacts qu'on a avec eux à l'Assemblée, ça se passe plutôt bien. Disons que ceux qui, j'allais dire, imaginent plutôt, par exemple, une alliance avec le Parti socialiste, derrière un candidat comme Glucksmann ou autre, dans les contacts qu'on a, me semble minoritaire. Et pour une bonne raison d'ailleurs, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous retrouvons sur 95% des votes, et surtout les votes essentiels qui ont été les motions de censure. Le PC, vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé avec le PC. Bien sûr. Monsieur Roussel, hier, a dit qu'il ne voulait pas se retrouver dans une situation Mélenchon-Glucksmann. C'est-à-dire que pour lui, ça serait un cauchemar. Alors, vous pouvez discuter avec quelqu'un qui vous... Ça semble pas très bien engagé. Donc, il préfère éventuellement se présenter et puis faire en sorte que, comme en 2022, il nous manque ses voix pour aller au deuxième tour. Moi je ne sais pas. Je vous demande où vous en êtes avec lui. Avec lui, vous le savez bien, on en est. On a fait un appel très clair d'une alliance présidentielle législative sur un programme partagé aux communistes, aux écologistes. Ce que je constate, c'est que M. Roussel, pour l'instant, balaie cette proposition. Bon, c'est pas vraiment le cas du groupe communiste. C'est ce que j'observe aussi. Donc à chaque fois, c'est Marine Tondelier d'un côté M. Roussel est pas vraiment... Stéphane Peu qui est plutôt de votre côté. Oui, mais il n'y a pas que lui. En fait, en réalité, M. Roussel compte très peu de députés qui sont partisans de sa politique, j'allais dire jusqu'au boutiste et sectaire. Avec le PS, c'est terminé définitivement ou vous pourriez vous réentendre? Écoutez, là, avec le Parti socialiste en tant que tel, vous voyez bien vers où il se dirige. Il se dirige, il réfléchit à une candidature éventuellement. Alors, on ne sait pas très bien les formes, il y a plusieurs candidats, mais ça peut être possiblement d'ailleurs M. Glucksmann ou M. Hollande ou autre. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une gauche avec laquelle nous avons heureusement rompu il y a quelques années, qui nous a d'ailleurs permis, j'allais dire, d'avoir les victoires et qui a permis au Parti socialiste, sur une ligne de rupture avec nous, d'avoir les victoires législatives et non pas de terminer avec cette séparation-là, elle est irrémédiable. Irrémédiable. Présidentielle. Il y a les européennes depuis aussi, c'était un peu mieux. Alors à moins qu'on ait une divine surprise et qu'il y ait des socialistes qui disent bah non, nous on est fidèles au programme du NFP, on pense que c'est ça qui peut faire gagner la gauche, c'est-à-dire un programme de rupture. Et là aussi, quelque part, on frappe à la porte des LFI pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais là, très sincèrement, tel que à travers nos contacts, peut-être à part quelques exceptions, c'est pas pour l'instant ce qu'on sent. Des figures du NPA comme Olivier Besancenot et Philippe Poutou vous soutiennent. Vous vous sentez plus proche d'Olivier Besancenot et Philippe Poutou que du PS aujourd'hui, ou même du PC, ou de Fabien Roussel en tout cas? Mais oui, faites attention avec le PC, parce que c'est pour ça. Vous avez vu, je me suis reprise. Oui, mais par exemple, après, ça il y a un chef aujourd'hui au PC. Mais après, concrètement, ça donne quoi? Ça donne que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, on gagne la ville de Saint-Denis-Pierrefitte, deuxième ville d'Île-de-France, plus d'autres villes, avec le Parti communiste. La ligne de Roussel, il s'y était opposé. Donc je ne sais pas très bien ce qu'est aujourd'hui le PC. Je vois bien ce que... Ça va être soumis à un vote. Comment? Oui, ça va être soumis à un vote. Mais je veux dire, là-dessus, sur le PS, oui, c'est clair que j'ai l'impression, d'ailleurs, la position du NPA, il n'y a pas que. Vous avez des écologistes, l'écologie populaire, vous avez aujourd'hui des communistes qui font mouvement, vous avez des gens de génération qu'on commence aussi à entendre. On se sent plus près d'eux que d'un Glucksmann qui propose une politique qui, peu ou prou, est celle que M. Macron nous a imposée, ou que M. Hollande qui consiste à revenir à un quinquennat qui nous a donné M. Macron, c'est-à-dire on ne change rien fondamentalement et on assure les défaites de la gauche. Qu'est-ce qui devrait se passer cet été pour qu'il y ait un coup de boost sur Jean-Luc Mélenchon, quand on voit, par ailleurs, qu'il y a une espèce de frayeur chez certaines personnes? On n'a pas parlé de Laurent Wauquiez. Typiquement, Laurent Wauquiez explique c'est pas vraiment un ralliement, mais le fait qu'il conseille vivement à Bruno Retailleau, dit le candidat DLR, de se retirer, c'est la peur de se retrouver avec un Mélenchon Bardella au deuxième tour. Qu'est-ce que... Là, vous êtes à 13, enfin vous, lui, est à 13. Ça... à partir de combien ça devient... Vous n'allez pas me répondre. À partir de combien ça devient... Je constate une chose. Vous savez que j'ai un peu un doute sur les sondages parce qu'ils nous minorent tout le temps. Mais Glucksmann est à 9 ou 8. Oui, mais ce que j'observe, c'est que le résultat, ce que nous donnent à peu près les sondages, notamment en termes de progression un an avant les élections, est infiniment supérieur à ce qu'ils nous donnaient un an avant 2022. Donc j'ai plutôt l'impression que de ce point de vue-là, les repères sont plutôt bons. Mais je vais vous dire surtout, c'est que dans la rue, dans le métro, dans les gens qu'on côtoie, pour l'instant, effectivement, la frange très large de sympathisants et les filles, non seulement on sent une dynamique qui rappelle ce que nous avions vécu quelques jours avant le premier tour de 2022, et une certitude qu'on va gagner. Donc, si vous voulez,
cette espèce comment dire, de paysage que voudraient installer les médias pour éviter à tout prix un deuxième tour Bardella-Mélenchon, et puis nous dire qu'après, si c'est Bardella-Mélenchon, on a quelque chose de gagné, je le ressens pas sur le terrain. Voilà, je ressens. Les médias. C'est pas mal les médias, puis c'est le reste du personnel politique qui a surtout qu'une envie, c'est qu'on soit pas au deuxième tour. Enfin, pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils veulent prolonger le système et la politique installée par M. Macron, qui, en plus de ça, est en échec en France et à peu près partout. Donc moi, je vais vous dire très sincèrement, j'ai bon espoir. Je pense qu'on va gagner cette élection. Et ce que je ressens autour de moi, dans cette dynamique, me tend à prouver qu'on est plutôt bien parti là-dessus. Un mot sur les affaires qui concernent le Rassemblement national avec ses soupçons d'emploi fictif, de détournement de fonds qui concernent Jordan Bardella, deux affaires judiciaires au niveau européen. Jordan Bardella a dit les procédures judiciaires annoncent le calendrier électoral. Sous-entendu, on cherche, la justice chercherait à lui nuire parce qu'il y a une élection. Que pensez-vous de cette... J'ai pas vraiment de commentaires, parce que j'ai vu... Non, j'ai pas vraiment de commentaires. J'ai vu d'où vient, c'est des perquisitions qui sont d'une affaire lancée par la direction des affaires financières du Parlement européen. On va suivre. Je veux dire, moi, j'ai pas spécialement de réflexion. J'ai tendance à penser, si vous voulez mon avis, que c'est pas tourné pour handicaper Monsieur Bardella spécifiquement. Bon, il y a une affaire, ils vont s'expliquer, puis on va bien voir. J'ai pas spécialement envie d'en rajouter pour laisser penser que en réalité, il serait finalement victime de quelque chose qui veut l'empêcher, lui ou Madame Le Pen, de gouverner ce pays. Dans votre stratégie, ça change quoi, Monsieur Bardella ou Marine Le Pen, pardon. La décision, on connaîtra la décision le 7. Dans votre positionnement. Je dirais que on voit bien qu'il y a un peu de lignes au RN. Ils sont d'extrême droite, ils sont racistes tous, etc. Mais il y a deux lignes. Il y a une ligne très néolibérale de M. Bardella. Monsieur. Voilà, il y a une ligne, disons, un peu plus protestataire de Mme Le Pen. Je vais vous répondre, je pense que ce pays n'est toujours pas néolibéral et n'a pas envie de replonger dans la politique de M. Macron. Donc je pense que ça offre un peu plus d'handicap à M. Bardella qu'à Mme Le Pen. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, on les battra au deuxième tour. Le second tour aura lieu le 2 mai, le premier le 18 avril, on le sait officiellement depuis hier. Donc le 2 mai, au lendemain du 1er mai, jour de la fête du travail, où donc il ne sera pas autorisé d'avoir une parole politique, puisque le jour qui précède l'élection, les paroles politiques sont proscrites. Comment vous réagissez à ça ? Vous le regrettez ? On va manifester le 1er mai quand même. Oui, bien sûr. Voilà, bon, ben voilà. Donc pas de regrets particuliers, pas de commentaires particuliers sur le choix de ces dates. M. Retailleau était très inquiet, mais ça montre qu'il nous voit déjà au deuxième tour, donc c'est plutôt rassurant. Jean-Luc Mélenchon est visé, on l'a appris en début de semaine, par une plainte pour apologie du terrorisme, plainte déposée par 3 victimes françaises des attaques du 7 octobre, après les propos qu'il a tenus la semaine dernière lors d'un rassemblement de soutien à un militant d'extrême gauche pour apologie du terrorisme. Jean-Luc Mélenchon avait estimé à cette occasion possible de questionner le caractère terroriste des attaques du 7 octobre. Oui, un commentaire, une réaction ? Écoutez, ma réaction, c'est que ça fait un bout de temps, il y a 600 personnes qui sont concernées en France par de telles accusations et que c'est une manière de criminaliser en réalité toute dénonciation du génocide à Gaza, de la politique de colonisation de l'État d'Israël et de la manière dont il envahit les voisins. Mais et puis donc on peut questionner... Je continue, je vous dis, et de solidarité à la Palestine. Donc il suffit d'une association qui déclenche ça, des associations qui ont un avocat un peu spécial quand même. Non mais attendez, là on ne parle pas de solidarité avec la Palestine. Je vous demande, est-ce que c'est possible de questionner... Qui dit, le Code noir était une forme de conquête sociale et juridique des esclaves, et qui, dans d'autres tweets, défend Mme Le Pen, j'allais dire c'est pas juste un avocat de victime du 7 octobre. Je ne sais pas si les dites victimes sont aussi orientées, mais enfin, en tout cas, lui... Est-ce qu'on peut questionner le caractère terroriste du massacre du 7 octobre ? Alors, je vais vous répondre. On ne peut pas questionner le fait que c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité, que nous avons été les premiers à dire suite au 7 octobre, dès qu'on a connu l'ampleur de ce qui s'était passé. Dans un premier temps, vous avez parlé d'une offensive terrestre armée. Dès que nous avons connu ce qui s'est passé, non seulement nous avons condamné, moi je l'ai condamné le lendemain du 7 octobre, on les a condamnés à plusieurs reprises, et Manuel Bompard, le lundi même,
et jusqu'à maintenant, c'était les accusations les plus graves au niveau du droit international, c'est-à-dire crime contre l'humanité et crime de guerre, vous faites difficilement. Donc, nous avons condamné de manière très forte le 7 octobre et de manière incontestable. Bien. Après, il y a une autre question qui s'est posée, et vous savez très bien qu'il faut revenir dans le contexte, c'est que M. Netanyahou voulait à tout prix faire en sorte de penser que le 7 octobre et en réalité tout ce qui se passait du côté palestinien à Gaza était assimilé finalement à Daesh et on était, laissez-moi finir, était un combat du bien, c'est-à-dire d'Israël et de ses alliés contre le mal, c'est-à-dire tout finalement tout ce qui était palestinien. Bien, cette vision-là qui est des choses est une vision à laquelle, effectivement, pour ma part, je m'oppose et je continue à m'opposer. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Ce n'était pas défendable le 7 octobre, mais on voit bien que, et la suite nous a donné raison, avec ce qui s'est passé à Gaza, 70 000 morts, la colonisation a cru en ce genre, qu'on est dans un conflit qui n'est pas une guerre de religion, qui n'est pas une guerre du bien contre le mal, mais un conflit colonial et géostratégique dans lequel cela n'excuse en rien, au contraire même, ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Voilà les raisons pour lesquelles, comme d'ailleurs l'avait fait une dépêche de l'AFP à l'époque de manière très circonstanciée, la question de la caractérisation terroriste du 7 octobre pouvait être effectivement questionnée, mais pas le fait que c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Le délit d'apologie du terrorisme a été rajouté dans une loi de 2024, si je ne me trompe pas. J'ai lu que vous vouliez, pas vous spécifiquement, mais que la France insoumise au pouvoir sortirait. Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien que c'est quoi la justification ? La justification, c'est que vous voyez bien, vous voyez bien à quoi ça sert. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, la plupart des cas dont nous parlons sont des cas qui, une fois dans la justice, les personnes, heureusement, n'ont aucune condamnation. Il y a eu Mathilde Panot, il y a eu, etc. Bon, et vous voyez bien que derrière ça, c'est un délit d'opinion. C'est-à-dire qu'en réalité, bien sûr, c'est un délit d'opinion. C'est-à-dire que ce qui, par exemple, je viens de vous faire une explication, par exemple, sur la caractérisation, non pas la gravité, je vous ai dit crime de guerre, etc., mais la caractérisation finalement du conflit entre Israël et les Palestiniens. Vous voyez bien que ça, c'est une opinion. Donc je comprends. Qu'est-ce que vous en faites de l'apologie du terrorisme ? Mais l'apologie du terrorisme. Mais justement, vous voyez bien que la question, c'est finalement de considérer derrière l'apologie du terrorisme dans le cas d'espèce qui nous est proposé, qu'il y a un camp qui peut être défendu de manière inconditionnelle, qui peut faire absolument ce qu'il veut, parce qu'il caractérise ceux qui, à certains moments, s'opposent à lui, et encore une fois, toute opposition n'est pas justifiée, il la caractérise sur quelque chose qui, de facto, viserait à être condamné. Je ne suis pas d'accord, je considère, par exemple, il y a une question que vous devriez poser. Au départ, juste après le 7 octobre, on a eu des responsables politiques qui ont expliqué qu'il fallait un soutien inconditionnel d'Israël, quoi qu'il se passe. D'accord. J'aimerais que c'est même aujourd'hui vous les interrogiez sur ce qui s'est passé. Mais j'essaie de poser ma question depuis tout à l'heure. En l'occurrence, le rassemblement de soutien à ce militant qui était jugé pour apologie du terrorisme, c'était parce qu'il avait célébré la résistance palestinienne le 7 octobre. Non, il n'a pas célébré la résistance palestinienne. Il n'a pas retweeté un message qui célébrait la résistance palestinienne. Il a retweeté des images. Le 7 octobre, après, vous l'interrogerez pour qu'ils se C'est écrit, hein, ouais. Oui, je sais que c'est écrit, mais je connais le contexte de ce qu'on savait le 7 octobre par rapport à ce qui est en train de se passer. Et si vous regardez après, par la suite, de la même manière que nous l'avons fait, le mouvement dont il fait partie, ils ont condamné le 7 octobre comme un massacre. Donc, je vous dis, par rapport à ça, dès qu'on a su, parce qu'au départ, je vous rappelle qu'on n'a pas su tout de suite l'ampleur du 7 octobre et ce que c'était comme forme absolument abominable de s'en prendre à des civils et des enfants, etc. On pourrait dire des horreurs sur Twitter ou sur partout. Non, j'ai pas dit ça. Il n'y a plus d'apologie du terrorisme, que ce soit. Mais c'est pas ça. Mais l'apologie. Excusez-moi, si l'apologie je vais vous répondre même. Si l'apologie du terrorisme, ça vise à criminaliser tous ceux qui aujourd'hui disent qu'il y a un génocide à Gaza et qu'on ne peut pas soutenir la politique d'Israël de colonisation et d'extermination d'un peuple politiquement. On peut dire qu'il y a. Je pense que oui, c'est un problème et ça sert. Ça tombe pas sous le coup de la loi aujourd'hui, a priori, de dire qu'il y a un génocide à Gaza. Un certain temps, et qui vise en réalité, par contre, à protéger, à faire en sorte qu'Israël peut à peu près faire ce qu'ils veulent. Merci puisque vous ne posez pas le même problème depuis le 7 octobre. De France Info, on doit leur passer la parole. Vis-à-vis des Palestiniens. Merci Eric Coquerel. Je crois que c'est peut-être ça dont il faudra aujourd'hui parler. Merci beaucoup.